Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour terminer ma lecture de La femme au collier de velours d'Alexandre Dumas. Pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou comme d'habitude sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je vous souhaite une excellente soirée et je reprends ma lecture au milieu du chapitre 10. Dans cet état, Hoffmann n'avait plus qu'un refuge. C'était le portrait d'Antonia. C'était le médaillon qu'il portait sur sa poitrine. C'était l'amour pur à opposer à l'amour sensuel. C'était la force du chaste souvenir à mettre en face de l'exigence réalité. Il saisit ce portrait et le porta à ses lèvres. Mais à peine avait-il fait ce mouvement qu'il entendit le ricanement aigu de son voisin qui le regardait d'un air railleur. Alors, Hoffmann remplaça en rougissant le médaillon où il l'avait pris et se lavant et se levant comme mu par un ressort. « Laissez-moi ressortir » s'écria-t-il. « Laissez-moi sortir. Je ne saurais rester plus longtemps ici. » Et semblable à un fou, il quitta l'orchestre, marchant sur les pieds, heurtant les jambes des tranquilles spectateurs qui maugréaient contre cet original à qui il prenait aussi fantaisie de sortir au milieu d'un ballet. Chapitre 11. La deuxième représentation du jugement de Paris. Mais l'élan d'Hoffmann ne le poussa pas bien loin. Au coin de la rue Saint-Martin, il s'arrêta. Sa poitrine était haletante, son front ruisselant de sueur. Il passa la main gauche sur son front, appuya sa main droite sur sa poitrine et respira. En ce moment, on lui toucha sur l'épaule, il tressaillit. « Ah, par Dieu, c'est lui !» dit une voix. Il se retourna et laissa échapper un cri. C'était son ami Zacharias Werner. Les deux jeunes gens se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. Puis, ces deux questions se croisèrent. « Que fais-tu là? Où vas-tu? »« Je suis arrivé hier, » dit Hoffmann. « J'ai vu guillotiner Madame du Barry et pour me distraire, je suis venu à l'opéra. Moi, je suis arrivé depuis 6 mois. Depuis 5, je vois guillotiner tous les jours 20 ou 25 personnes. Et pour me distraire, je vais au jeu. »« Ah, viens-tu avec moi? »« Non, merci. »« Tu as tort, je suis en veine. Avec ton bonheur habituel, tu ferais fortune. Tu dois t'ennuyer horriblement à l'opéra, toi qui es habitué à la vraie musique. Et viens avec moi, je t'en ferai entendre. »« De la musique? Oui, celle de l'or. Sans compter que là où je vais, tous les plaisirs sont réunis. Des femmes charmantes, des soupers délicieux, un jeu féroce. Merci, mon ami impossible. J'ai promis mieux que cela, j'ai juré. » »« À qui? »« À Antonia. »« Tu l'as donc vue? »« Je l'aime, mon ami, je l'adore. »« Ah, je comprends, c'est cela qui t'a retardé. Et tu lui as juré? »« Je lui ai juré de ne pas jouer et... » Hoffmann hésita. « Et puis quoi encore? » ?»« Et de lui rester fidèle, balbutia-t-il. « Alors il ne faut pas venir au 113. »« Qu'est-ce que le 113 ? C'est la maison dont je parlais tout à l'heure. Moi, comme je n'ai rien juré, j'y vais. Adieu, Théodore. Adieu, Zacharias. » Et Werner s'éloigna tandis que Hoffmann demeurait cloué à sa place. Quand Werner fut à 100 pas, Hoffmann se rappela qu'il avait oublié de demander à Zacharias son adresse et que la seule chose que Zacharias lui donnait, c'était celle de la maison de jeu. Mais cette adresse était écrite dans le cerveau de Hoffmann comme sur la porte de la maison fatale en chiffres de feu. Cependant, ce qui venait de se passer avait un peu calmé les remords d'Hoffmann. La nature était ainsi faite, toujours indulgente pour soi, attendu que son indulgence, c'est de l'égoïsme. Il venait de sacrifier le jeu à Antonia. Il se croyait quitte de son serment, oubliant que c'était parce qu'il était tout prêt à manquer, à la moitié la plus importante de ce serment, qu'il était là, cloué au coin du boulevard de la rue Saint-Martin. Mais je l'ai dit, sa résistance à l'endroit du Werner lui avait donné de l'indulgence à l'endroit d'Arsène. Il résolut donc de prendre un terme moyen, et au lieu de rentrer dans la salle de l'opéra, action à laquelle le poussait de toutes ses forces son démon tentateur, d'attendre à la porte des acteurs pour le voir sortir. Cette porte des acteurs, Hoffmann connaissait trop la topographie des théâtres pour ne pas la trouver bientôt. Il vit,
Rue de Bondy, un long couloir éclairé à peine, sale et humide, dans lequel passaient, comme des ombres, des hommes aux vêtements sordides. Et il comprit que c'était par cette porte qu'entraient et sortaient les pauvres mortels, que le rouge, le blanc, le bleu, le gaz, la soie et les paillettes transformaient en dieux et en déesses. Le temps s'écoulait, la neige tombait, mais Hoffmann était si agité par cette étrange apparition qu'il y avait quelque chose de surnaturel, qu'il n'éprouvait pas cette sensation de froid qui semblait poursuivre les passants. Vainement condensait-il en vapeur presque palpable le souffle qui sortait de sa bouche. Ses mains n'en restaient pas moins brûlantes et son front humide. Plus arrêté contre la muraille, il y était resté immobile, les yeux fixés sur le corridor, de sorte que la neige, qui allait toujours tombant en flocons plus épais, couvrait lentement le jeune homme comme un linceul. Du jeune étudiant, coiffé de sa casquette et vêtu de la redingote allemande, faisait peu à peu une statue de marbre. Enfin, commencèrent à sortir par ce vomitoire les premiers libérés par le spectacle, c'est-à-dire la garde de la soirée par les machinistes. Puis tout ce monde sans nom qui vit du théâtre, puis les artistes mâles moins longs à s'habiller que les femmes, puis enfin les femmes, puis enfin la belle danseuse, qu'Hoffmann reconnut non seulement à son charmant visage, mais à ce souple mouvement de hanches qui n'appartenait qu'à elle, mais encore à ce petit collier de velours qui serrait son col, et sur lequel étincelait l'étrange bijou que la terreur venait de mettre à la mode. À peine Arsène apparut-elle sur le seuil de la porte, qu'avant même qu'Hoffmann eût le temps de faire un mouvement, une voiture s'avança rapidement, la portière s'ouvrit, la jeune fille s'y élança aussi légère que si elle bondissait encore sur le théâtre. Une ombre apparut à travers les vitres qu'Hoffmann crut reconnaître pour celle de l'homme, de l'avant-scène, laquelle ombre reçut la belle nymphe dans ses bras. Puis, sans qu'aucune voix eût besoin de désigner un but au cocher, la voiture s'éloigna au galop. Tout ce que nous venons de raconter en 15 ou 20 lignes s'était passé aussi rapidement que l'éclair. Hoffmann jeta une espèce de cri en voyant fuir la voiture, se détacha de la muraille, pareil à une statue qui s'élance de sa niche, et secouant par le mouvement la neige dont il était couvert, se mit à la poursuite de la voiture. Mais elle était remportée par 2 trop puissants chevaux pour que le jeune homme si rapide que fût sa course irréfléchie pût les rejoindre. Tant qu'elle suivit le boulevard, tout alla bien. Tant qu'elle suivit même la rue de Bourbon-Villeneuve, rue Neuve-Égalité, tout alla bien encore. Mais arrivée à la place des Victoires, devenue la place de la Victoire nationale, elle prit à droite et disparut aux yeux d'Hoffmann. N'étant plus soutenue ni par le bruit ni par la vue, la course du jeune homme faiblit. Un instant, il s'arrêta au coin de la rue Neuve-Eustache, s'appuya à la muraille pour reprendre haleine. Puis, ne voyant plus rien, n'entendant plus rien, il s'orienta, jugeant qu'il était temps de rentrer chez lui. Ce ne fut pas chose facile pour Hoffmann que de se tirer de ce dédale de rues qui forme un réseau presque inextricable de la pointe Saint-Eustache au quai de la Ferraille. Enfin, grâce aux nombreuses patrouilles qui circulait dans les rues, grâce à son passeport bien en règle, grâce à la preuve qu'il n'était arrivé que la veille, preuve que le visa de la barrière lui donnait la facilité de fournir, il obtint de la milice citoyenne des renseignements si précis qu'il parvint à regagner son hôtel et à retrouver sa petite chambre où il s'enferma seul en apparence, mais en réalité avec le souvenir ardent de ce qui s'était passé. À partir de ce moment, Hoffmann fut éminemment en proie à 2 visions, dont l'une s'effaçait peu à peu, dont l'autre prenait peu à peu plus de consistance. La vision qui s'effaçait, c'était la figure pâle et échevelée de la du Barry, traînée de la conciergerie à la charrette et de la charrette à l'échafaud. La vision qui prenait de la réalité, c'était la figure animée et souriante de la belle danseuse, bondissant du fond de la rampe à l'une et l'autre avant-scène. Hoffmann fit tous ses efforts pour se débarrasser de cette vision. Il tira ses pinceaux de sa malle et peignit. Il tira son violon de sa boîte et joua du violon. Il demanda une plume et de l'encre et fit des vers. Mais ces vers qu'il composait, c'étaient des vers à la louange d'Arsène. Cet air qu'il jouait, c'était l'air sur lequel elle lui avait apparu.
elle lui était apparue, et dont les notes bondissantes la soulevaient, comme si elles eussent eu des ailes. Enfin, les esquisses qu'il faisait, c'était son portrait avec ce même collier de velours, étrange ornement fixé au cou d'Arsène, par une si étrange agrafe. Pendant toute la nuit, pendant toute la journée du lendemain, et toute la journée du surlendemain, Hoffmann ne vit qu'une chose, ou plutôt que deux choses. C'est d'un côté la fantastique danseuse et de l'autre côté le non moins fantastique docteur. Il y avait entre ces deux êtres une telle corrélation qu'Hoffmann ne comprenait pas l'un sans l'autre. Aussi n'était-ce pas pendant cette hallucination qui lui offrait Arsène, toujours bondissant sur le théâtre, l'orchestre qui bruissait à ses oreilles. Non, c'était le petit chantonnement du docteur, c'était le petit tambourinement de ses doigts sur la tabatière d'ébène. Puis, de temps en temps, un éclair passait devant ses yeux, l'aveuglant d'étincelles jaillissantes. C'était le double rayon qui s'élançait de la tabatière du docteur et du collier de la danseuse. C'était l'attraction sympathique de cette guillotine de diamant avec cette tête de mort en diamant. C'est enfin la fixité des yeux du médecin qui semblait, à sa volonté, attirer et repousser la charmante danseuse, comme l'œil du serpent attire et repousse l'oiseau qu'il fascine. 20 fois, 100 fois, 1000 fois, l'idée s'était présentée à Hoffmann de retourner à l'opéra. Mais tant que l'heure n'était pas venue, Hoffmann s'était bien promis de ne pas céder à la tentation. D'ailleurs, cette tentation, il l'avait combattue de toute manière, en ayant recours à son médaillon d'abord, puis ensuite en essayant d'écrire à Antonia. Mais le portrait d'Antonia semblait avoir pris un visage si triste qu'Hoffmann renfermait le médaillon presque aussitôt qu'il l'avait ouvert. Mais les premières lignes de chaque lettre qu'il commençait étaient si embarrassées qu'il avait déchiré 10 lettres avant d'être au tiers de la première page. Enfin, ce fameux surlendemain s'écoula. Enfin, l'ouverture du théâtre s'approcha. Enfin, 7 heures sonnèrent. Et à ce dernier appel, Hoffmann, enlevé comme malgré lui, descendit tout courant son escalier et s'élança dans la direction de la rue Saint-Martin. Cette fois, en moins d'un quart d'heure, cette fois sans avoir besoin de demander son chemin à personne, cette fois comme si un guide invisible lui montrait sa route, en moins de 10 minutes, il arriva à la porte de l'opéra. Mais chose singulière, cette porte n'était pas comme 2 jours auparavant, encombrée de spectateurs, soit qu'un incident inconnu d'Hoffmann eût rendu le spectacle moins attrayant, soit que les spectateurs fussent déjà dans l'intérieur du théâtre. Hoffmann jeta son écu de 6 livres à la buraliste, reçut son carton et s'élança dans la salle. Mais l'aspect de la salle était bien changé. D'abord, elle n'était qu'à moitié pleine, puis à la place de ces femmes charmantes, de ces hommes élégants qu'il avait cru revoir, il ne vit que des femmes en casaquin et des hommes en carmagnole. Pas de bijoux, pas de fleurs, pas de seins nus, s'enflant et se désenflant sous cette atmosphère voluptueuse des théâtres aristocratiques. Des bonnets ronds et des bonnets rouges, le tout orné d'énormes cocardes nationales. Des couleurs sombres dans les vêtements, un nuage triste sur les figures, puis, des 2 côtés de la salle, 2 bustes hideux, 2 têtes grimaçantes, l'une le rire, l'autre la douleur. Les bustes de Voltaire et de Marat, enfin. Enfin, à l'avant-scène, un trou à peine éclairé, une ouverture sombre et vide. La caverne toujours, mais plus de lions. Il y avait à l'orchestre 2 places vacantes à côté l'une de l'autre. Hoffmann gagna l'une de ces 2 places, c'était celle qu'il avait occupée. L'autre était celle qu'avait occupée le docteur, mais comme nous l'avons dit, cette place était vacante. Le premier acte fut joué sans qu'Hoffmann fît attention à l'orchestre, ou s'occupa des acteurs. Cet orchestre, il le connaissait et l'avait apprécié à une première audition. Ces acteurs, lui, importaient peu. Il n'était pas venu pour les voir, il était venu pour voir Arsène. La toile se leva sur le second acte et le ballet commença. Toute l'intelligence, toute l'âme, tout le cœur du jeune homme était suspendu. Il attendait l'entrée d'Arsène. Tout à coup, Hoffmann jeta un cri. Ce n'était plus Arsène qui remplissait le rôle de Flore. La femme qui apparaissait était une femme étrangère, une femme comme toutes les femmes. Toutes les fibres de ce corps haletant se détendirent. Hoffmann s'affaissa sur lui-même en poussant un long soupir et regarda autour de lui.
Le petit homme noir était à sa place. Seulement, il n'avait plus ses boucles en diamant, ses bagues en diamant, sa tabatière en tête de mort en diamant. Ses boucles étaient en cuivre, ses bagues en argent doré, sa tabatière en argent mat. Il ne chantonnait plus, il ne battait plus la mesure. Comment était-il venu là? Hoffmann n'en savait rien. Il n'avait ni vu venir, ni senti passer. « Oh, monsieur !» s'écria Hoffmann. « Dites, citoyen, mon jeune ami, et même tutoyez-moi, si c'est possible, répondit le petit homme noir, ou vous me ferez couper la tête, et à vous aussi. »« Mais où est-elle donc ?» demanda Hoffmann. « Ah, voilà. Où est-elle ? Il paraît que son tigre, qui ne la quitte pas des yeux, s'est aperçu qu'avant-hier, elle a correspondu par signe avec un jeune homme de l'orchestre. Il paraît que ce jeune homme a couru après la voiture de sorte que depuis hier, il a rompu l'engagement d'Arsène. Et qu'Arsène n'est plus au théâtre. Et comment le directeur a-t-il souffert? Mon jeune ami, le directeur a conservé sa tête sur ses épaules. Quoique ce soit une assez vilaine tête, mais il prétend qu'il a l'habitude de celle-là, et qu'une autre plus belle ne reprendrait peut-être pas bouture. Ah mon Dieu, voilà donc pourquoi cette salle est si triste, s'écria Hoffmann. Voilà pourquoi il n'y a plus de fleurs, plus de diamants, plus de bijoux. Voilà pourquoi vous n'avez plus vos boucles en diamant, vos bagues en diamant, votre tabatière en diamant. Voilà pourquoi il y a enfin entre deux côtés de la scène, au lieu des bustes d'Apollon et de Terpsichore, ces deux affreux bustes. Ah ça, mais que me dites-vous donc là? Demanda le docteur. Et où avez-vous vu une salle telle que vous dites? Où m'avez-vous vu des bagues en diamant, des tabatières en diamant? Où avez-vous vu enfin les bustes d'Apollon? Mais il y a 2 ans que les fleurs ne fleurissent plus, que les diamants sont tournés en assignats et que les bijoux sont fondus sur l'autel de la patrie. Quant à moi, Dieu merci, je n'ai jamais eu d'autres boucles que ces boucles de cuivre, d'autres bagues que cette méchante bague de vermeil, et d'autres tabatières que cette pauvre tabatière d'argent. Pour les bustes d'Apollon et de Terpsichore, ils y ont été autrefois. Mais les amis de l'humanité sont venus casser le buste d'Apollon et l'ont remplacé par celui de l'apôtre Voltaire. Mais les amis du peuple sont venus briser le buste de Terpsichore et l'ont remplacé par celui du dieu Marat. Ah, s'écria Hoffmann, c'est impossible, je vous dis qu'avant-hier j'ai vu une salle parfumée de fleurs, resplendissante de riches costumes, ruisselante de diamants, et des hommes élégants à la place de ces harantiers en casaquin et de ces goujats en carmagnole. Je vous dis que vous aviez des boucles de diamants et vos souliers, des bagues en diamant à vos doigts et une tête de mort en diamant sur votre tabatière. Je vous dis, et moi jeune homme à mon tour, je vous dis, reprit le petit homme noir, je vous dis qu'avant-hier elle était là, je vous dis que sa présence illuminait tout, je vous dis que mon souffle faisait naître les roses, faisait reluire les bijoux, faisait étinceler les diamants de votre imagination. Je vous dis que vous l'aimez, jeune homme, et que vous avez vu la salle à travers le prisme de votre amour. Arsène n'est plus là. Votre cœur est mort. Vos yeux sont désenchantés. Et vous voyez du molleton, de l'indienne, du gros drap, des bonnets rouges, des mains sales et des cheveux crasseux. Voyez enfin le monde tel qu'il est, les choses telles qu'elles sont. Oh mon Dieu, s'écria Hoffmann en laissant tomber sa tête dans ses mains. Tout cela est-il vrai? Et suis-je donc si près de devenir fou? Chapitre 12. L'estaminet. Hoffmann ne sortit de cette léthargie qu'en sentant une main se poser sur son épaule. Il leva la tête, tout était noir et éteint autour de lui. Le théâtre, sans lumière, lui apparaissait comme le cadavre du théâtre qu'il avait vu vivant. Le soldat de garde s'y promenait seul et silencieux, comme le gardien de la mort. Plus de lustre, plus d'orchestre, plus de rayons, plus de bruit. Une voix seulement qui marmottait à son oreille. « Mes citoyens, que faites-vous donc? Vous êtes à l'opéra, citoyens, on dort ici, c'est vrai, mais on n'y couche pas. » Hoffmann regarda enfin du côté d'où venait la voix, et il vit une petite vieille qui le tirait par le collet de sa redingote.
C'était l'ouvreuse de l'orchestre qui, ne connaissant pas les intentions de spectateurs obstinés, ne voulait pas se retirer sans l'avoir vu sortir devant. Au reste, une fois tiré de son sommeil, Hoffmann ne fit aucune résistance. Il poussa un souvenir et se levant en murmurant dans le mot. « Arsène !»« Oh oui, Arsène, dit la petite vieille. Arsène, vous aussi, jeune homme, vous en êtes amoureux comme tout le monde. C'est une grande perte pour l'opéra et surtout pour nous autres ouvreuses. » « Pour vous autres ouvreuses ?» demanda Hoffmann, heureux de se rattacher à quelqu'un qui lui parla de la danse, de la danseuse. Et comment donc est-ce qu'une perte pour vous qu'Arsène soit ou ne soit plus au théâtre? Ah, dame, c'est bien facile à comprendre cela. D'abord, toutes les fois qu'elle dansait, elle faisait sable comble. Alors, c'est un commerce de tabourets, de chaises et de petits bancs. À l'opéra, tout se paie. On payait les petits bancs, les chaises et les tabourets de supplément. C'était nos petits profits. Je dis profit, ajouta la vieille d'un air malin, parce que, à côté de ces deux-là, citoyens, vous comprenez, il n'y avait que les grands. Les grands profits? Oui. Et la vieille cligna de l'œil. Et quels étaient les grands profits, voyons, ma bonne femme? Les grands profits venaient de ceux qui demandaient des renseignements sur elle, qui voulaient savoir son adresse, qui lui faisaient passer des billets. Il y avait pris pour tout, vous comprenez? Tout pour les renseignements. Tant pour l'adresse, tant pour le poulet. On faisait un petit commerce, enfin, et l'on vivait honnêtement. Et la vieille poussa un soupir qui, sans désavantage, pouvait être comparé au soupir poussé par Hoffmann au commencement du dialogue que nous venons de rapporter. Ah, Hoffmann, vous vous chargez de donner des renseignements, d'indiquer l'adresse, de remettre les billets. Vous en chargez-vous toujours? Hélas, monsieur, les renseignements que je vous donnerai vous seraient utiles maintenant. Personne ne sait plus l'adresse d'Arsène. Et le billet que vous me donneriez pour elle serait perdu. Si vous voulez pour une autre, Madame Mestris, Madame Gigottini. Merci, ma bonne femme, merci. Je ne désirais rien savoir que sur Mademoiselle Arsène. Puis tirant un petit écu de sa poche, « Tenez, dit Hoffmann, voilà pour vous la peine que vous avez prise de m'éveiller. » Et prenant congé de la veille, il reprit d'un pas lent le boulevard, avec l'intention de suivre le même chemin qu'il avait suivi la surveille, l'instinct qui l'avait guidé pour venir n'existant plus. Seulement, ses impressions étaient bien différentes et sa marche se ressentant la différence de ses impressions. L'autre soir, sa marche était celle de l'homme qui a vu passer l'espérance et qui court après elle sans réfléchir que Dieu lui a donné ses longues ailes d'azur pour que les hommes ne l'atteignent jamais. Il avait la bouche ouverte et haletante, le front haut, les bras étendus. Cette fois, au contraire, il marchait lentement, comme l'homme qui, après l'avoir poursuivi inutilement, vient de la perdre de vue. C'est ainsi que se termine ma lecture en votre compagnie de La femme au collier de velours. J'espère que vous avez apprécié cette lecture. Je remercie encore Pavol et Thomas qui m'accompagnent en régie et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt sur D8.